Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 4 mai 2022, au sommaire ce soir. Après 2 ans d'absence due à la pandémie de Covid-19, la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc fête son grand retour cette année. Et pour la 95e édition, les organisateurs ne sont pas allés chercher très loin l'invité d'honneur, puisque c'est le territoire haut-savoyard qui est mis en valeur tout au long de la manifestation. Et puis nous parlerons de Grand Lac avec mon invité Renaud Beretti, son président. La collectivité a lancé en ce début d'année une grande phase de concertation citoyenne visant à imaginer Grand Lac à l'horizon 2030. Nous verrons les grandes lignes de ce projet de territoire dans ce journal. Je vous le disais, la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc de La Roche-sur-Foron est de retour et pour sa 95e édition, le rendez-vous traditionnel a lieu dans la nouvelle halle flambant neuve de Roche Expo. Cette année, le territoire haut-savoyard est mis à l'honneur. Terroir, savoir-faire et découvertes sont donc au programme jusqu'au 9 mai prochain. Manon Toiti et Perrine Aubert se sont rendus sur place. Reportage. Une ambiance de fête se fait sentir dans les allées de la foire internationale. Elle a un goût particulier cette année puisqu'elle revient après 2 ans d'absence. Plus de 550 exposants sont réunis sur 10 jours pour présenter leurs produits. Parmi eux, Stéphane est heureux de pouvoir sortir de son exploitation pendant quelques jours. C'est un moyen pour nous d'aller à la rencontre de nos clients qui ne prendraient pas le temps de venir sur site. Et du coup, c'est une belle vitrine. Moi, mon quotidien, c'est élever les canards, les abattre, les transformer. C'est moins rock'n'roll et là, c'est un peu plus sympa de venir au contact des clients. Chaque année, Roche Expo désigne un invité d'honneur. Souvent, c'est un pays étranger pour découvrir sa culture et sa gastronomie. Mais pour cette édition, la star n'est nulle autre que la Haute-Savoie. Cette année, on avait fait le choix de mettre notre département, notre territoire à l'honneur. Pour plusieurs raisons. Le fait de se recentrer un petit peu sur nos sources, nos origines, et puis de valoriser aussi tous les acteurs du département. Et pour nous, c'était vraiment important de revenir un petit peu à cet essentiel après ces 2 ans un petit peu compliqués pour tout le monde. Plusieurs stands sont proposés pour échanger avec les acteurs locaux. L'occasion aussi pour les 110 000 visiteurs de découvrir le territoire haut-savoyard. Je trouve que c'est bien parce que même en étant d'ici, on n'a pas toujours l'occasion de voir des choses qui viennent de notre région. Donc du coup, c'est sympa de voir un peu ce qu'ils peuvent proposer. Pour l'instant, j'ai pas trop vu à part les vaches et les chèvres du coup qui sont à côté. Mais du coup, on a visité et je pense qu'on a pas mal à découvrir par rapport à ça. Tout au long de la semaine, les écoliers du canton sont accueillis par les exposants. Ils peuvent alors découvrir les animaux de la ferme, les activités des agriculteurs et le territoire. Aujourd'hui, on a accueilli des classes, là, hier aussi. Du coup, on s'est fait des groupes de classes qu'on a présenté un peu tous les animaux. Voilà, on a fait une initiation à la traite, il y a eu toucher, il y a 2-3 questions qu'on pose aux petits. Du coup, on est fiers un peu de représenter un peu tout ça, quoi. C'est donc avec fierté que les exposants seront présents jusqu'au 9 mai prochain pour faire découvrir leur activité. La nuit de vendredi à samedi a été agitée pour les riverains du parking du grand centre commercial Grand Épagny et ceux de l'avenue de Genève à Annecy. Et pour cause, près de 250 véhicules, dont une bonne partie étaient immatriculés en Suisse, s'est livré à des scènes de rodéo urbain. Au total, 60 personnes ont été verbalisées et 3 véhicules saisis et placés en fourrière. Voyez ce reportage de nos confrères de L'Aimant Bleu. Accélération et borne de pneus. Les traces sur le bitume attestent de la soirée de vendredi sur le parking du centre commercial d'Épagny, à quelques kilomètres d'Annecy. Ce rodéo urbain a rassemblé plus de 200 bolides, en grande partie immatriculés en Suisse. Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés pour disperser le rassemblement illégal. On a été avertis et sollicités pour intervenir sur un rassemblement volumineux de véhicules qui se livrait à ce qu'on peut communément appeler un rodéo automobile, donc des manœuvres notamment des manœuvres et de la circulation susceptibles de mettre en danger les usagers sur le secteur. 3 véhicules ont été saisis et placés administrativement en fourrière, avec donc 3 conducteurs qui font l'objet d'une enquête judiciaire en cours. Beaucoup de véhicules effectivement sur le volume de provenance suisse. Plus tard dans la nuit, une partie des voitures de sport se déplace vers le centre-ville d'Annecy, à la rue de Genève, sur le parking de ce centre commercial. Accélération et borne de pneus se sont poursuivies. Trois jours plus tard, les traces du rodéo urbain étaient toujours visibles. Stéphane était aux premières loges, il raconte. On a regardé par la fenêtre et on a vu des centaines de voitures arriver.
dans le parking souterrain, qui est assez bruyant parce qu'il est emmuré de béton. Et donc ces voitures s'amusaient à faire des burns, des rupteurs dans le parking. Et ils cramaient du pneu, ils étaient là pour cramer du pneu. Hein. Ils faisaient des compétitions à celui qui fera le plus de bruit. Et après, ils s'amusaient à prendre l'avenue de Genève pour faire des courses et des burns, et puis des demi-tours. Ce rodéo urbain a pris fin tard dans la nuit, autour des 3 heures du matin. Une enquête a été ouverte par le procureur d'Annecy. En bref, la première partie des travaux de restauration de la continuité sur la Lesse sont terminés. Les nouvelles rampes d'enrochement ont été inaugurées ce mercredi matin à Saint-Alban-Lesse. Depuis près d'un siècle, des seuils créés par l'homme empêchaient la faune de se déplacer sur tout le long de la Lesse. Le CISALB s'est donc mobilisé pour permettre à nouveau cette migration depuis le lieu-dit le bout du monde et au lac du Bourget, soit sur 15 km. On écoute quelques réactions et précisions recueillies sur place par Manon Toiti. Dans le bon état écologique, il y a la continuité. Parce que les obstacles à la continuité, les seuils, empêchent les poissons, tous les organismes aquatiques de bien circuler, peuvent fragmenter les habitats, les empêchent de passer de leur zone d'alimentation aux zones de reproduction, par exemple. Ça les empêche aussi de rechercher la fraîcheur dans le contexte du changement climatique. Et puis ça empêche aussi les sédiments de passer. Les sédiments à l'aval, ils sont bien utiles, notamment pour protéger les côtes contre la submersion marine. L'effacement d'un seuil, comme on l'a fait ici, ça consiste à araser complètement le seuil et à organiser un enrochement sur plusieurs dizaines de mètres, donc on voit ces cailloux, pour que l'eau continue effectivement à descendre, mais que la faune piscicole puisse, elle, franchir et remonter, ou redescendre d'ailleurs, mais qu'elle puisse, à travers ces rochers, poursuivre son voyage, on va dire. Et sur ce programme-là, il y a 6 seuils au total qui sont prévus. On en a déjà réalisé 3 le long de la Lesse, et il y en a 3 qui seront réalisés encore en 2022. On reste en Savoie avec mon invité vidéo du jour, Renaud Beretti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous êtes le maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac. On va parler ce soir du grand projet de territoire que vous avez mis en place et qui vise à imaginer Grand Lac à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous lancer dans ce projet ? Eh bien, le constat que Grand Lac est un territoire attractif par son cadre de vie, par son attractivité, avec un pendant qui est aussi le problème de la mobilité, la problématique de l'habitat. Donc une complexité pour un territoire qui abrite 20% de la population de la Savoie, 28 communes, 80 000 habitants, des projets ambitieux, mais qu'il faut savoir maîtriser. Donc le projet de territoire, c'est se poser la question finalement dans quel territoire, dans quelles conditions vivrons-nous en 2030, 2040, on peut même projeter les choses un petit peu plus loin, c'est-à-dire comment habiterons-nous, comment allons-nous nous déplacer, comment organiserons-nous nos loisirs, comment travaillerons-nous. Alors ça nous dépasse évidemment, c'est au-delà des actuels élus en charge de la gouvernance de notre agglomération, mais voilà, c'était le moment finalement où nous nous sommes dit collectivement, avec mon vice-président Florian Maître, que Grand Lac devait se questionner, s'interroger, se projeter dans l'avenir. Voilà ce qui a fondé, si vous voulez, la démarche. Quels sont justement les principaux contours de ce projet de territoire ? Alors déjà, c'est comment dire, le constat de la durée. On est, comme tous les élus, tous les collègues qui peuvent être interrogés, interviewés, on n'est pas dans le temps de l'action, justement, qui est un temps court et limité à la fin d'un mandat, en l'occurrence 2026. Là, on est dans celui de la prospective du temps plus long qui permet justement une respiration, qui permet de réfléchir, qui permet d'associer les forces vives du territoire. Donc, ce n'est pas une démarche uniquement des élus de Grand Lac, des élus communautaires de l'agglomération, mais au contraire, c'est vraiment
associer de manière transversale les acteurs au quotidien du territoire. Alors je pense bien sûr aux élus, mais pas seulement les élus de l'agglomération, l'ensemble des élus municipaux du territoire, les agents, là encore les agents intercommunaux, mais aussi les agents communaux qui tous les matins se lèvent et vont remplir une mission de service public. Ce sont les associations, ce sont les socio-professionnels, bref, les collégiens, par exemple, les habitants, avec la volonté de les associer, de recueillir leur avis, leurs sentiments, pour bâtir ensemble un cap 2030, cap 2040, et puis une véritable feuille de route qui sera celle des équipes à venir. Donc ça, c'est la méthode. À côté de ça, il y a un calendrier qui est très rythmé depuis le mois de décembre pour arriver à nos objectifs. On a, pour répondre à votre question, des soirées habitants. Donc on invite les habitants des différentes parties du territoire de Grand Lac à se retrouver. Alors ça se fait de manière un petit peu ludique pour recueillir leur avis, leurs sentiments, leurs préoccupations. Donc on en a fait à Aix-les-Bains, à Grésy-sur-Aix, ce sera prochainement à Vions et puis également à Vauglan. Donc on regroupe, si vous voulez, les habitants des communes autour du lac, ceux de Chautagne et puis ceux de l'Albanais qui sont les trois composantes fortes de Grand Lac. Les socioprofessionnels, les agents, on a fait plusieurs réunions déjà. Et puis on a une petite particularité qui est ce qu'on appelle le panel, un petit peu comme dans les jeux télévisés ou les enquêtes sociologiques. Ce sont des habitants tirés au sort, représentatifs du territoire par leur âge, donc une question de génération, de géographie, d'être actifs ou retraités, voilà, et qui permettent donc d'avoir une vision, je dirais, objective du territoire. Et tout ça sous forme, bien sûr, sérieuse, mais également ludique. On sait que les collectivités locales ont été particulièrement impactées et touchées par les nombreuses conséquences de la crise sanitaire. Aujourd'hui, quel état des lieux vous faites de la situation sur Grand Lac ? Eh bien que grâce au volontarisme des agents, ces 2 années, vous avez raison, qui ont été difficiles, pour les agglomérations comme pour les communes, je suis aussi maire, vous l'avez rappelé, mais grâce à nos agents, qui sont des agents de terrain, des agents de proximité, eh bien, ces 2 années, en espérant que, bien sûr, la crise soit derrière nous et qu'on n'ait pas de rebond, ces agents ont permis une certaine continuité du service public en dépit des difficultés que vous rappelez. Ces difficultés se sont traduites par des absences bien légitimes comme partout, pour cause de Covid, mais aussi par des baisses de recettes importantes. Et donc il a fallu s'organiser, élus et services, pour faire face à la situation, continuer nos actions. Vous imaginez bien qu'en matière d'action sociale, une collectivité, quelle qu'elle soit, une agglomération, ne peut pas se permettre d'arrêter les missions de service public auprès de nos aînés, des seniors, que ce soit le portage des repas à domicile, les maisons de retraite, les EHPAD, les soins infirmiers. Voilà, ce sont des missions que l'on doit garantir. Et il a fallu que nos agents soient vraiment au rendez-vous pour faire face à la situation. Vous avez lancé en mars dernier, toujours en rapport avec ce grand projet de territoire, vous avez lancé en mars dernier une phase de concertation citoyenne. Est-ce que vous avez déjà quelques retours ? Alors, un peu tôt, vous l'imaginez, pour vraiment tracer les grandes lignes, mais dans le ressenti et puis les réunions auxquelles j'ai pu participer ou assister, la première chose que j'ai ressentie, c'est l'attachement profond des habitants à leur territoire. Il y a vraiment une appropriation, vivre sur le territoire de Grand Lac, qui en plus, Grand Lac est une appellation récente. C'est un petit peu comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. On passe de fusion de territoire à une réalité. Et cette réalité humaine est bien là. Et ça fait plaisir d'entendre les habitants considérer qu'ils sont chez eux, ils sont fiers d'habiter leur territoire, la Savoie et Grand Lac, leur commune, évidemment. Donc, il y a un attachement, une identité qui est très forte. Et le corollaire de tout ça, les conséquences, c'est la volonté de préserver ce territoire. Préserver le cadre de vie, comme on dit de nos jours, sa durabilité, donc l'environnement. Et du coup, ce qui accompagne cette volonté de préserver le cadre de vie, c'est de compter sur l'agglomération, sur les élus, sur les services, pour que les transports soient vraiment adaptés au respect du cadre de vie.
Ce qui rejoint d'ailleurs ce que vous voyez derrière moi sur les 3 défis que se fixe Grand Lac. Grand Lac, territoire durable, territoire attractif et territoire au quotidien. C'est pas seulement des mots, c'est des mots qui renvoient à des besoins et à un enracinement assez fort. Merci beaucoup, en tout cas, Renaud Beretti, de nous avoir consacré quelques minutes. Merci beaucoup. Bonsoir. Le travail au noir coûterait jusqu'à 6 milliards d'euros chaque année à l'État, selon l'URSSAF. Sans grande surprise, plusieurs secteurs sont pointés du doigt, des transports routiers, la restauration ainsi que le BTP. Sous risque de poursuites judiciaires, les donneurs d'ordre se doivent de contrôler leur chantier. En prévention, Haute-Savoie Habitat vérifie l'identité des salariés chaque mois. Une opération de contrôle avait lieu ce mercredi à Épagny sur un chantier de construction de HLM. Sur le terrain, un agent contrôle via une application sur son téléphone si l'ouvrier est répertorié dans sa base de données. Il peut donc vérifier si tout est en règle. On écoute les explications du créateur de Bativigie, l'application qui permet ces vérifications. Il répond aux questions de Perrine Aubert. Il va y avoir donc des contrôles physiques sur le chantier, donc avec l'application Bativigie, permettant donc de vérifier si l'entreprise est bien inscrite sur la plateforme et si les salariés sont inscrits. Si un salarié donc est inscrit, c'est validé, c'est vert, il n'y a aucun problème. Si le salarié n'est pas inscrit, on va décrire donc un incident, c'est-à-dire que on va dire voilà donc ce salarié on ne le connaît pas. Une information partira automatiquement en par voie de mail à l'entrepreneur. L'entrepreneur devra lui-même indiquer sur la plateforme les informations suivantes, la pièce d'identité, la carte professionnelle du bâtiment. Et derrière, donc, les sanctions peuvent être prises à l'égard de l'entreprise. Car c'est très important sur un chantier de s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, qu'il n'y ait pas d'entreprises qui viennent sur une opération, qui serait donc là à bas prix, ou qui sous-traiterait donc ce qu'on appelle en cascade à des entreprises qui éventuellement ne paieraient pas donc leurs salariés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Vous le savez désormais, vous avez ensuite rendez-vous avec Panorama pour une rediffusion cette semaine. L'émission consacrée à l'écosystème et à la biodiversité est présentée par Emmanuel Jaude. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.